Donc, je suis Denis Chartier, je suis géographe, maître de conférence à l'Université d'Orléans et chercheur au laboratoire CEDET et chercheur associé au muséum dans l'unité de mix de recherche d'éco-anthropologie et d'ethnobotanie. J'ai commencé, après avoir fait des études de géographie, à m'intéresser, à faire une thèse sur les ONG environnementales, en particulier sur Greenpeace et le WWF, avec un peu comme question centrale d'identifier la façon dont ces ONG répondaient à la crise écologique. Donc je les ai suivis plutôt à une échelle macro, en essayant de comprendre si elles apportaient des réponses, puisqu'elles étaient censées être à l'échelle où les problèmes elles intervenaient à l'échelle où les problèmes se posaient. En faisant ce travail-là, et suite à ma thèse, en fait, j'ai senti qu'il fallait que je me réancre un peu dans un territoire autre que celui de la Terre, pensé comme un lieu. Et j'ai été un peu travailler en Amazonie, en suivant Greenpeace et les actions de Greenpeace en Amazonie. Et en suivant Greenpeace en Amazonie, je me suis particulièrement intéressé à l'action que faisait l'ONG en soutien de populations locales qui étaient, on va dire, sous la pression de forestiers, et clandestins en particulier, et de grands propriétaires terriens. Et donc Greenpeace les a aidés à obtenir un territoire qu'on appelle des réserves extractivistes. Et ce territoire, c'est un mode de gestion en fait, des espaces amazoniens qui est validé par l'État national. Voilà. Et donc ça a marché d'ailleurs, hein. Greenpeace les a clairement aidés à obtenir ce territoire. Et en fait, j'ai arrêté de suivre Greenpeace et je me suis intéressé à ce qui se passait dans ce territoire par la suite. Donc j'ai suivi ces populations qu'on appelle des populations cabocles. Donc c'est des populations métisses, descendants des premiers de populations qui sont arrivées à la fin 19e, début 20e pour ramasser ou récolter les VA, en fait, et qui, suite à la crise liée à la récolte des VA, se sont retrouvées un petit peu redispersées au bord des fleuves amazoniens. Et c'est des populations qui ont adopté peu ou prou un peu des modes d'habiter un peu amérindiens, mais tout en restant des populations qui étaient catholiques la plupart du temps, voilà, et descendants d'immigrants portugais. Donc voilà, je suis resté avec ces populations, donc très métisses, petit à petit, qui sont quand même métissées avec les Amérindiens, puis des descendants d'esclaves. Et je me suis intéressé à la façon dont l'arrivée de cette réserve extractiviste leur permettait de développer ou pas des modes de développement alternatifs au front pionnier qui avançait, voilà, et qui est une illustration d'un mode de capitalisme sauvage en action. Voilà. Et en travaillant petit à petit avec ces populations, en voyant aussi un certain nombre de problèmes dans la mise en place de cette réserve, et surtout en retournant sur le terrain après pas mal d'années où je n'ai pas pu y aller parce que je m'étais retrouvé en poste à l'université et embarqué un petit peu dans des dynamiques plus institutionnelles. J'ai été très très choqué de ce qui était advenu à cet endroit. En particulier parce que la petite ville proche de la réserve, qui avait quelques habitants, on va dire 2-3 000 habitants, où il n'y avait pas de banque, il y avait un tout petit supermarché, enfin, on vivait encore beaucoup de ce qui était récolté localement, même si on était très proche à l'embouchure du Xingu et de l'Amazone, donc sur un lieu de passage quand même assez important où il y avait des échanges. Voilà, en 10 ans, c'était devenu une petite ville avec énormément de petites motos, des voitures, 5 ou 6 supermarchés, des banques. Dans un petit supermarché, j'ai trouvé un dessous de plat en bois originaire de Chine, par exemple. Voilà. Donc la mondialisation était là, une forme de capitalisme, la société de consommation était là. Et j'ai vu dans la réserve aussi beaucoup de problèmes dans la gestion des communs. Parce que ce qu'avait apporté l'État avait aussi finalement presque déstabilisé une gestion des communs qui était intéressante auparavant. Donc ça m'a posé beaucoup de questions sur notre capacité à construire des alternatives
et à construire des modes de développement alternatifs. Et ça s'est rajouté à quelque chose dont j'ai oublié de parler, c'est que j'ai aussi travaillé dans cette zone sur la construction, enfin sur les luttes sociales autour du barrage de Belo Monte, qui est un des gros barrages qui a été construit au Brésil et qui va être le 4e barrage en termes de puissance de la planète. Et donc, quand j'avais travaillé autour de ce barrage en 2005, je m'étais évidemment aperçu que tout ce qui était annoncé en termes d'effets sur les populations locales, sur les habitants, sur les riverains, était évidemment plus qu'inquiétant. Alors, le barrage a finalement quand même été construit, accepté par le gouvernement Lula à l'époque, et Dilma d'ailleurs, des gens qui étaient avant plutôt contre ce barrage. Et quand le barrage a été mis en construction, enfin tout ce qui était annoncé s'est passé. Et la petite ville d'Altamira, par exemple, qui était une des villes les plus tranquilles du Brésil sur la transamazonienne, et même si c'était dans un front pionnier, est devenue aujourd'hui la ville la plus dangereuse du Brésil, avec une augmentation, par exemple, de mortalité dans la ville par balle par 6 en quelques années. Voilà. Ça, c'est juste une illustration en fait, de l'impact en fait, de grands travaux, de projets sur un territoire. Et là, je pourrais décliner pendant très très longtemps en fait, l'impact de la construction de ce barrage. Ça m'a aussi là, mis en face d'une incapacité qu'on peut avoir à opposer à des logiques pour le coup industrielles ou agro-industrielles ou de bâtiments, de construction de grands projets comme ça, d'autres alternatives. Parce qu'au moment des luttes sociales, il n'y avait pas que des mouvements sociaux locaux qui se bagarraient contre ce barrage. Il y avait vraiment tout un mouvement qui s'est fait avec des scientifiques, des ingénieurs, etc., qui avaient vraiment proposé des alternatives ultra précises, techniques, voilà, qui avait montré qu'il y avait des moyens d'augmenter la production d'électricité au Brésil de 20% sans construire ce barrage. Et de façon très efficace, en créant des emplois, etc. Et tout ça, ça n'a évidemment absolument pas eu d'effet. Et voilà, donc je reviens sur le terrain. Je vois que les réserves extractivistes ne marchent pas très bien, que ça a même créé un peu l'effet inverse à se escompter. Je vois que l'effet du barrage, il est au-delà de toutes les projections les plus pessimistes qu'on pouvait avoir, voilà, et que les compensations socio-environnementales, elles sont quand même très, très minimes et elles ne fonctionnent pas très bien. Et du coup, je me dis, qu'est-ce qu'on fait face à ce que j'ai identifié comme des verrouillages sociotechniques ? Comment on déverrouille, comment on identifie les verrous et comment on trouve des solutions face à ce rouleau compresseur. Voilà. Et ça a déclenché chez moi à la fois un profond pessimisme en fait, sur notre capacité à agir et en même temps une vraie nécessité de dire comment on sort de ces verrouillages, parce que l'Amazonie telle que ce terrain qui en fait un peu s'est présenté à moi est devenu omniprésent dans mon travail, c'est pour moi une espèce de microcosme de l'Anthropocène. C'est-à-dire qu'en fait on voit en 10 ans ou en 15 ans tout ce qui se passe à l'échelle planétaire, et en fait quand on est confronté à ça, là pour le coup on a un vrai ressenti de ce qui est en train de se passer plus globalement. Et donc voilà, et donc ça m'a amené à réfléchir et à essayer de poser les bases peut-être d'abord une nouvelle façon de faire de la géographie, et puis aussi une nouvelle façon de penser l'écologie politique, à la fois en termes on va dire, un peu conceptuels, mais aussi en termes pratiques, pour nous donner les moyens d'agir. Lorsque j'ai travaillé en fait, en particulier sur Greenpeace en Amazonie, et en étudiant un petit peu l'action qu'elle pouvait avoir avec les populations locales, autochtones, voire indigènes, j'ai d'abord essayé de mieux comprendre en fait comment l'interaction entre une ONG clairement du Nord pouvait avoir des impacts positifs en fait, sur les luttes sociales des populations locales, puis à la fois aussi comment ça construisait ces luttes. Voilà.
Alors, quand le Greenpeace, je l'ai suivi, d'abord, j'ai commencé à travailler sur Greenpeace en m'intéressant à leurs actions dans les années 90. Et en fait, quand Greenpeace arrive en Amazonie, ils sont tout de suite intéressés à la préservation, enfin, la lutte contre les grands propriétaires terriens et surtout l'exploitation clandestine du bois ou l'exploitation du mahogany, qui est un bois précieux. Et en fait, ils ont mené, pour mener à bien cette lutte, ils ont mené des campagnes pour essayer d'action coup de poing, pour essayer de prendre sur le fait des gens qui coupaient ce bois, clandestinement la plupart du temps. Et ils ont, pour mener à bien ces campagnes, récupéré des fonds des pays du Nord, c'est-à-dire qu'ils faisaient des campagnes dans les pays du Nord, donc en France, aux États-Unis, etc. Et très vite, en fait, ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, ils se gouraient un petit peu de cible. Et d'ailleurs, Greenpeace s'en est aperçu. C'est-à-dire qu'ils se trompaient de cible, c'est-à-dire que l'exploitation de la forêt amazonienne ou le mahogany, il était consommé finalement principalement au Brésil. Et donc, sensibiliser les gens des pays du Nord à ne pas consommer un bois qui était exporté à 3-4% vers des pays du Nord, ça ne servait pas à grand-chose localement. Et ça, Greenpeace en a assez vite aperçu. Ils se sont surtout aperçus qu'ils faisaient une erreur monumentale, et ça, qui pouvait être un peu leur marque de fabrique, c'est qu'ils intervenaient là-bas sans travailler avec les populations locales. Et au Brésil, il y avait une classe politique très forte, mais aussi des syndicats et une société civile très organisée, et qui s'était construite, en particulier en Amazonie, dans des luttes sociales, principalement pour obtenir des terres et pour assurer en fait la pérennité de terres pour les générations futures. Et ça, c'était le début des luttes. Et il y avait, entre autres, donc, tout le monde connaît Chico Mendes, hein, qui a été une des figures en fait, de la lutte pour protéger l'Amazonie. Et Greenpeace est arrivé dans les années 90 en s'intéressant pas vraiment à ça. Et ça a vraiment limité leur champ d'action parce qu'ils étaient vus comme des impérialistes en clair. Voilà, qui allaient et qui donnaient des leçons sur la façon dont il fallait préserver l'Amazonie. Donc, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule et ils se sont dit il faut qu'on travaille avec les populations locales, il faut qu'on travaille avec cette société civile déjà organisée. Donc, ils ont, à l'époque où j'ai travaillé, fin des années 90, début 2000, ils ont commencé à aider des Indiens, les Indiens Deni ou Deni, à délimiter un territoire et obtenir une limitation de ce territoire. Et puis donc cette réserve extractiviste dont j'ai déjà parlé, donc ils ont aidé ces populations à obtenir cette réserve. Alors, sur cette lutte, et j'ai suivi particulièrement la lutte pour obtenir cette réserve extractiviste, ce qui était très intéressant, c'est que Greenpeace est arrivé un peu par hasard là-bas. C'est-à-dire qu'il y avait un ingénieur, un forestier qui travaillait chez Greenpeace, qui se déguisait ou se faisait passer pour un évangéliste et qui allait en fait dans les camps d'exploitation clandestine de bois pour faire semblant d'évangéliser, mais surtout pour noter le point GPS et identifier les endroits où on coupait le bois clandestin. Et dans ce périple, il s'est retrouvé à Porto Demos, dans cet endroit, et il s'est aperçu qu'il y avait des luttes sociales très fortes entre les propriétaires terriens, en l'occurrence le maire de cette commune, on appelle ça municipio au Brésil, mais qui était une commune qui est grande comme une région quasiment, et qui lui exploitait le bois clandestinement et qui commençait à expulser les gens, toutes les petites communautés locales qui étaient réparties sur ce territoire. Le mode d'expulsion en Amazonie, dans ce genre de choses, c'est assez simple. On dit aux gens, voilà, je vais exploiter cette zone-là pour exploiter le bois, donc il vaudrait mieux que tu partes. Alors, au début, on demande gentiment à la personne de partir et on lui propose de venir dans le bidonville du petit village. Et puis, s'il refuse, on le menace. Puis, ça peut aller jusqu'à l'assassinat. Donc, en fait, voilà, ce membre de Greenpeace est arrivé là. Il s'est aperçu qu'il y avait, à cet endroit-là, des gens qui essayaient de lutter contre cette pression de ce grand propriétaire terrien. Et il s'est dit, on va vous aider. Et donc, ils ont commencé à travailler avec eux. Et ça a été quelque chose d'assez intéressant, dans le sens où, parce qu'il est tombé sur une société civile, je ne vais pas raconter l'histoire de cette société civile à cet endroit-là, mais qui était structurée, peut-être juste ce que je peux dire, c'est qu'elle s'était structurée entre autres grâce aux théologiens de la libération, qui sont tous ces prêtres un peu marxistes qui se sont répandus dans toute l'Amazonie et l'Amérique latine, et qui en fait voulaient revenir aux communautés ecclésiastiques de base et aux luttes sociales. L'idée, c'était de réclamer de la justice sociale et petit à petit environnementale. Donc alors, ils ont été un petit peu,
affaibli avec l'arrivée de Jean-Paul II et de Ratzinger, qui est devenu pape après, parce qu'ils faisaient peur, parce qu'ils étaient quand même c'était quand même des catholiques très marxistes. Donc, voilà. Mais ils ont quand même aidé énormément à structurer les luttes sociales en Amazonie. Et donc à cet endroit-là, ils avaient été très forts. Et donc ils avaient, entre autres, parce qu'il s'agissait de lutte sociale, de structurer des petits syndicats. Le syndicat des travailleurs ruraux, le syndicat des pêcheurs, etc. Donc Greenpeace arrive, il y a ces gens qui sont bien structurés, qui ont un sens de la justice sociale, territoriale, environnementale très fort. Ils disent, bon, voilà, on vous aide. Et comme ils étaient structurés, ils n'ont pas laissé trop... Ils ont dit à Greenpeace, nous on a besoin de communiquer au niveau national, international. On sait faire localement. Mais si vous êtes là, évidemment, ça va énormément nous aider parce qu'on est un peu isolé, on est un peu au fin fond de l'Amazonie, personne ne s'intéresse à nous. Et s'il y a des caméras de Greenpeace et on sait que vous êtes capable de relayer des images, d'un seul coup, le grand propriétaire terrien, le maire du municipio qui se comporte très mal, il va être un petit peu le visage en fait, de la surexploitation de l'Amazonie. Et du coup, il va être un peu mis sous les feux des caméras et ça nous protège. Alors, et ça a super bien marché. C'est-à-dire que Greenpeace est arrivé en disant bon, on va faire des coups médiatiques pour communiquer sur ce que vous réclamez. Et donc, ils ont par exemple barré une rivière. Donc, ils ont fait venir toutes les communautés locales, ils ont mis une énorme chaîne. Alors, barrer une rivière, c'est barrer 3 fois la Seine minimum. Et ils se sont tous enchaînés et ils ont attendu qu'une barge de bois clandestin arrive. Bon, évidemment, il y a une barge qui est arrivée, même 2, avec du bois clandestin, et le conducteur de la barge, c'était le frère du maire du municipio. Donc, il a tout de suite voulu foncer sur le barrage. Et il y avait évidemment Greenpeace avec les caméras, les canaux, etc. Donc, les images, hop, elles sont parties immédiatement dans le monde entier. Et pendant un moment, le maire et sa famille de cet espace-là sont devenus en fait vraiment un peu les méchants emblématiques voilà, de l'exploitation en Amazonie. Et ça a été très puissant, c'est-à-dire qu'il y a eu, c'est remonté à Brasilia, la capitale, etc. Et alors derrière, évidemment, Greenpeace est parti. Alors quand Greenpeace partait après une action comme ça, c'est compliqué pour les gens qui restaient. Hein. Donc un des responsables des syndicats, il s'est baladé pendant 6 mois avec un gilet pare-balles. D'autres sont partis pendant 6 mois parce que ça devenait très, très violent. Mais la zone a été vue comme un endroit où il y avait des luttes sociales et qu'il fallait et presque des populations prêtes à mettre en avant leurs pratiques traditionnelles pour préserver ces territoires et d'autres modes de développement. Et c'était ça qu'ils revendiquaient. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que un peu plus loin, mais à 500 km de là, ce qui à l'échelle amazonienne est rien, il y a une nonne américaine qui a été tuée. Donc là, pour le coup, comme c'était une américaine qui a été tuée par des grands propriétaires terriens parce qu'elle aidait les sans-terres à obtenir des terres. Comme il y a eu cet assassinat, donc les États-Unis sont un petit peu fâchés. Et donc le gouvernement brésilien a dit bon, il faut qu'on montre qu'on est tout à fait au fait de ce qui se passe. Et ils ont décidé de valider des espaces, des réserves, où il y avait des luttes sociales. Et comme Greenpeace avait fait tout le travail, qu'il y avait eu de la communication, du jour au lendemain, ils ont mis un énorme coup de tampon et ils ont validé la zone, la réserve extractiviste, qui est devenue la plus grande réserve extractiviste du Brésil. Voilà. Donc on peut dire que là, il y a eu un échange de bons procédés. C'est-à-dire que les populations locales, grâce à Greenpeace, ont pu communiquer en particulier au national, voire à l'international, mais là, ce qui les intéressait, c'est le national, et donc être identifiés par le pouvoir fédéral comme un endroit qu'il fallait préserver, où il y avait des choses intéressantes à développer, alternatives, on va dire. Et puis pour Greenpeace, ils avaient leur population locale. C'est-à-dire je le dis de façon un peu triviale, mais ils avaient des populations, ça leur donnait une légitimité à travailler en Amazonie avec les populations locales. Et ça, c'était très important, parce qu'ils étaient tellement hors sol avant, hein, leur bureau était, le bureau qui gérait l'action en Amazonie, il était quand même au siège international à Amsterdam. Et il y avait un bureau spécial Amazonie qui dépendait du siège international à Amsterdam. Ce n'était pas géré au Brésil. Donc voilà, donc ça amène des choses. Et du coup, là, tout le monde s'y est retrouvé. Voilà. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on se dit, bon, super, ça a marché, l'action de Greenpeace a été très efficace. Voilà. Après, il y a plein de problèmes qui arrivent, en fait. Et c'est ça aussi que j'ai un peu regardé.
Le premier problème, c'est que malgré tout, on a les ONG Greenpeace qui arrivent avec des gens plutôt du Nord, qui ont une vision de l'Amazonie un peu, on va dire, essentialisée. Et même quand ce n'est pas des gens du Nord, d'ailleurs, quand c'est des Brésiliens, en général, ils viennent de São Paulo, ils viennent de Rio, c'est des urbains, qui souvent ont aucune notion enfin, de ce qu'est vraiment l'Amazonie, de ce que ça veut dire y vivre. Et ils ont une perception de l'Amazonie comme l'ultime nature sauvage qu'il faut protéger. Donc il y a vraiment une espèce de vision comme ça. Voilà. Et cette vision-là, elle se confronte à celle des populations locales. Hein. J'étais pas avec des Amérindiens, j'étais avec des populations métisses, donc catholiques, mais qui vivent de façon vraiment un peu à l'amérindienne, c'est-à-dire qu'ils ont des petits abatis, hein, des champs où ils font une culture vivrière hein, pour leur propre consommation, ils chassent, ils pêchent, et puis ils collectent un certain nombre de produits, ils extraient un certain nombre de produits de la forêt, qu'ils peuvent vendre sur les marchés par ailleurs, d'où le nom de réserve extractiviste en particulier. C'est-à-dire qu'on extrait des produits de la forêt, comme la noix du Para, c'est une petite noix, ou le caoutchouc à l'origine, voilà, ou les verres. Et en fait, le problème, c'est que ces gens-là, ils voient l'Amazonie avant tout comme une ressource qu'on exploite. Quand on discute avec ces populations, et ça je l'ai fait en faisant des terrains un petit peu avec elles, quand on leur parle de la relation qu'ils ont avec les autres habitants de la forêt, les habitants non humains, leur relation qu'ils ont avec les arbres, en fait, très vite, on tombe, on tombe dans une relation très, on va dire, je vais dire naturaliste, c'est-à-dire que c'est des gens qui voient la nature comme quelque chose, il y a une très forte altérité, et ils le voient comme un milieu dont il faut quand même se protéger, dans lequel c'est pas facile de vivre, dont on exploite un certain nombre de ressources, et dont si on pouvait en exploiter un peu plus, ben on le ferait, mais voilà, les moyens techniques ne le permettent pas. Et donc on n'est pas dans quelque chose, dire plus d'autres ontologies comme on peut avoir chez les populations amérindiennes. Et d'ailleurs, ces populations, souvent, elles ont une méconnaissance totale de ces populations amérindiennes, voire elles en ont peur. Parce que traditionnellement, c'était les ramasseurs d'EVA dont ces gens sont descendants, ils se retrouvaient en plein milieu de la forêt à aller ramasser, collecter l'EVA, et ils se faisaient flécher par les Amérindiens. Donc en fait, quand on parle, là j'ai des anecdotes à ce sujet-là, quand on est dans une tribune et qu'on parle des peuples de la forêt, donc ils sont tous ensemble parce qu'il faut revendiquer un rapport à la forêt particulier, mais quand on est sur le terrain, en général, on se dit, bon, les Amérindiens, voilà, c'est quand même un peu des sauvages. C'est quand même ce qui ressort avant tout. Et c'est vrai que quand on a deux visions qui se confrontent comme ça, les objectifs ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire que pour Greenpeace, il s'agit vraiment de préserver l'Amazonie parce qu'elle a une place particulière en tant que réservoir de biodiversité, en tant que forêt tronc fondamentale dans les dynamiques climatiques, etc. Voilà. Pour les Amérindiens, c'est juste un espace où c'est difficile. Pour les Kaboks, pardon, c'est un espace où c'est difficile de vivre et où il faut, voilà. Et si on peut s'en extraire, eh ben c'est très bien. Voilà. Et ça, pour moi, en fait, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que il peut y avoir, c'est que cette différence de perception, parce que c'est vraiment le cas, à un moment donné, elle se télescope. C'est-à-dire que quand on aide des populations à obtenir une réserve, et qu'on ne prend pas en compte cette dimension, on ne prend pas en compte que finalement c'est des modernes qui sont là. Ce n'est pas des Amérindiens, c'est des populations, c'est des gens qui ont tous les caractéristiques d'une relation humanitaire assez particulière. Et bien derrière, ça fragilise le projet de développement alternatif fondé sur des pratiques traditionnelles. Parce qu'il manque en fait tout le socle qui est peut-être une relation différente à ce milieu. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à percevoir en 2005. Quand j'ai écrit quelques papiers là-dessus, je m'inquiétais en fait du devenir de la réserve. Et quand j'y suis revenu en 2015, je me suis rendu compte que voilà, j'avais raison. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que c'était fragile, parce que Greenpeace n'avait pas perçu ou pris le temps d'aller vivre avec ces populations, ils n'avaient pas du tout vu que ces populations, elles avaient finalement envie d'intégrer le système, la société de conso, etc. Voilà. Il y a une dynamique qui s'installe là. Qui est compliqué. Je vais raconter peut-être juste une autre anecdote qui me semble particulièrement... qui a un peu mon épiphanie par rapport au moment de la compréhension de cette tension. Le premier terrain que j'ai fait là-bas, j'ai vécu dans une des communautés.
Et en fait, dans la communauté, un jour, comme ils étaient quand même encore liés à la théologie de la libération, il y avait des prêtres de temps en temps qui passaient. Voilà. Et donc, il y avait une petite cahute au-dessus de l'eau où il y avait une messe. Donc, je vais à la messe. Et donc, c'était un moment, c'était avant que la réserve soit acceptée. Donc, il y avait ce prêtre qui a fait tout un prêche sur il fallait lutter pour des questions de justice environnementale, sociale, mais aussi de justice environnementale. Et là, il a développé en disant qu'ils étaient le peuple de la forêt, qu'ils avaient une connaissance des milieux très particulière et qu'il fallait lutter pour ça, etc., etc. C'était un discours très, très fort en disant que c'était eux qui défendaient finalement l'Amazonie pour le reste de la planète. Et c'est un discours très, très, très construit qu'on peut entendre dans toutes les conférences internationales, etc., portées par ces populations. Et puis, à l'issue du prêche, il a dit « Bon, j'ai quand même un truc à vous dire. C'est que dans la communauté un peu plus bas, il y a eu des bagarres entre un certain nombre d'individus. Et il faut arrêter. Il faut arrêter avec les bagarres. On n'est pas des bêtes sauvages. La bête sauvage, elle veut juste dominer l'autre, elle n'a aucune conscience, rien. Et en fait, il a développé un discours sur le sauvage, complètement comme si c'était quelque chose de dangereux, auquel il ne fallait pas céder, un discours très, très en lien avec, pour le coup, la religion catholique. Où d'un seul coup, l'Amazonie, vue comme un espace à protéger, ça devenait l'Éden dont on était parti, où il y avait tous les péchés du monde qui pouvaient être réalisés, et c'était matérialisé par ce sauvage. Et c'était génial, parce que c'était la même personne qui racontait ces deux choses. Et là, on se dit, bon, il y a un petit souci, il y a un souci, et les personnes portent ça, toutes ces personnes portent ces choses-là. Alors, ce qui caractérise le rapport des peuples de la forêt aux sauvages, alors je ne suis pas anthropologue, bon, je suis géographe qui travaille un petit peu quand même avec toute cette... dans ce champ-là, et je vais parler plutôt de ce que je connais quand même le moins mal, qui sont les peuples amazoniens. Bon, je crois que la première caractéristique, effectivement, c'est de ne pas considérer les non-humains ou les animés, enfin les arbres, les animaux, tous les êtres vivants, ça peut aller même jusqu'aux pierres, à certains endroits, puisqu'on peut considérer qu'ils sont animés chez certaines populations autochtones. C'est de les considérer en fait non pas comme des êtres mis à distance, mais comme des êtres avec qui on cohabite, des partenaires avec qui on dialogue, et avec qui on est je crois en dialogue en fait, un peu perpétuel. Et la plupart du temps, je crois que on les considère même comme presque des humains aussi. C'est-à-dire qu'on considère par exemple qu'un jaguar, chez certaines populations, il a une vie, on va dire, sociale. Quand on ne le voit pas en tant que jaguar, il va dans son village. Voilà. Et le rapport, il est évidemment complètement différent quand vous considérez un animal ou un arbre, etc., comme une entité qui est l'équivalent, votre équivalent. Voilà. Et ça met plus à distance. Il n'y a pas cette séparation qu'on peut avoir, nous, dans notre rapport moderne. Voilà. Et puis, ce rapport, il n'y a pas sans doute, ou en tout cas beaucoup moins, ce rapport de domination. C'est-à-dire qu'il y a une complexité dans les liens qui vous unit, qui fait qu'en fait, on n'est pas dans un rapport ou s'il y a un rapport de domination, et à un moment donné, c'est vous qui allez dominer, voilà, et on est dans quelque chose de beaucoup plus fluide dans cette relation-là. Et l'idée aussi, c'est que dans un certain nombre de pratiques, alors chamaniques, on essaye de rentrer en contact de façon ou d'autre avec ces entités. Et ça veut dire rentrer en contact, ça veut dire qu'on est sensible en fait, à ces autres êtres. C'est-à-dire qu'on vit dans ces milieux, mais qu'on en fait intégralement partie, et qu'on est sensible à ces autres façons d'être et de vivre dans ces milieux-là. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental. Si je peux développer, peut-être clarifier un peu ce que je viens de dire, je crois qu'il y a une vraie
il y a une vraie... on considère, en tout cas chez beaucoup de ces peuples, qu'on est totalement interdépendants. C'est-à-dire qu'en fait, on fait partie d'un jeu d'interconnexion et que voilà, on peut pas. Donc cette interdépendance fait qu'à un moment donné, on ne peut pas enlever la vie, exploiter évidemment. Hein, on va couper, on va tuer, on va manger, etc. Mais sans le faire dans une relation. Alors, on peut parler sacrée, une relation. Il y a plein de termes pour dire ça, mais en tout cas en remerciant l'autre ou en ayant une hyper conscience du fait que sa propre existence dépend de la mort de l'autre et que ça peut se jouer comme ça inversement. Voilà, et ça nous amène tout de suite sur des choses un peu plus globales. Hein. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une vision un peu holistique. Alors, il y en a qui vont dire, des choses, c'est des mots qu'il faut manier avec délicatesse, mais voilà, il y a ces interconnexions, elles sont très fortes et voilà. Alors, je n'ai pas parlé de toutes les mythes qu'il y a autour de tout ça qui construisent en fait cette relation. Mais, parce que d'abord, je ne suis pas fondamentalement spécialiste de ça, mais ça m'intéresse dans le sens où je crois que ce qui se passe à cet endroit-là, c'est quelque chose qui explique en grande partie la raison pour laquelle les peuples amazoniens traditionnels, autochtones, ont réussi à vivre dans une relative harmonie, mais vraiment entre guillemets, dans ces milieux qui sont des milieux quand même relativement qui peuvent être très hostiles aussi par moments. Voilà. Et donc, voilà, vivre en Amazonie, c'est pas forcément considéré comme quelque chose de difficile, de laborieux. Voilà, il y a une vraie différence dans la relation au milieu parce qu'on travaille avec, on vit avec, voilà. Et ça amène une connaissance du milieu évidemment complètement différente. Hein. Quand vous êtes dans une relation un peu ressourciste au milieu, comme les populations Kabok, qui vivent à l'amérindienne encore une fois, hein, techniquement, si vous regardez, vous arrivez, il n'y a pas tellement de différence avec un village amérindien sur ce qu'ils font. Ils chassent, ils pêchent, ils ont des abatis. Mais il y a des études qui ont été faites et qui montrent que dans des milieux assez similaires, les populations Kabok, elles connaissent par exemple à peu près tous les poissons, une cinquantaine d'espèces de poissons, parce que c'est des poissons qu'ils consomment. Tous ceux qui ne consomment pas, on ne les identifie pas vraiment. Les Amérindiens, ils vont connaître à peu près l'ensemble des espèces qu'il y a, parce que elles sont intégrées à un mythe, elles font partie d'une histoire, elles font partie de... Voilà. Et évidemment, ça donne une connaissance, une compréhension de l'écosystème dans lequel on vit, parce qu'on sait que ce poisson-là, il va être mangé par celui-là, et celui-là, on le consomme, et on perçoit complètement différemment le milieu. C'est-à-dire que quand un poisson que vous ne mangez pas, mais que vous l'identifiez qu'il est un peu en train de disparaître, vous savez que ça va toucher aussi un peu toute la chaîne. Et voilà, c'est évident qu'il y a une connaissance beaucoup plus poussée voilà, des plantes et des espèces animales que certaines populations amérindiennes. Et je pense que c'est cette relation qui amène ça. Je crois effectivement qu'on peut dire que le rapport des populations amérindiennes à la forêt, aux vivants, aux animés, etc., n'est pas effectivement un rapport aux sauvages, très clairement. Et du coup, les sauvages, en fait, pour eux, c'est nous les modernes, en fait, d'une certaine façon. Je crois que là, encore une fois, je parle un peu... et un anthropologue serait sans doute bien mieux placé pour parler de ça, mais je dis ça pour prendre un peu être prudent dans ce que je vais exprimer là. Mais je pense que très clairement, la notion même de sauvage, je veux dire, quand on a une relation, n'a aucun sens pour les populations amérindiennes. Par contre, quand ils nous voient arriver, les modernes en fait, quand on est sur des fronts pionniers, quand on construit des barrages et qu'on les enlève de leur propre territoire, sur lequel toute leur histoire, mythologie, etc. est construite, quand on pollue des rivières, et que le vivant dans cette rivière voilà, disparaît, voilà, ou quand on coupe plus simplement des forêts. Pour ces populations, c'est juste un comportement sauvage, voire barbare. C'est-à-dire qu'on leur enlève le monde et on
on enlève tout ce qui détermine et est le fondement de leur existence et de notre existence. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'on dit comment on peut être aussi barbare, on peut dire ce mot-là dans ce sens-là. Je pense que ça collerait bien avec la vision qu'on pouvait avoir, nous modernes, des barbares qui envahissaient notre monde et nous l'enlever. Parce qu'en fait, ça leur paraît pour beaucoup complètement incompréhensible de toucher à ce qui conditionne nos propres conditions d'existence. C'est-à-dire ne pas prendre soin de ce qui dit. Alors là, le monde des Amérindiens, mais ça va bien au-delà, puisqu'on est en train de faire ça à l'échelle de la planète. Voilà, et les Amérindiens s'emparent de ce discours-là, ont bien compris que ça se joue à cette échelle-là aujourd'hui. Parce qu'ils sont aussi dans la mondialisation. Et voilà. Mais je crois qu'il y a pour eux, c'est juste, voilà, juste incompréhensible. C'est un comportement fou. C'est-à-dire que quand quelqu'un se met en péril, quand on commence à attaquer sa propre intégrité, et en fait ce qu'on est en train de faire à l'échelle globale, c'est attaquer notre propre condition d'existence, donc c'est attaquer notre propre intégrité, c'est normalement un comportement considéré comme un comportement fou. Donc là, on protège la personne de sa propre volonté d'autodestruction. Et on est en train de faire ça à l'échelle globale, et ça, on laisse faire. C'est-à-dire que, enfin, on laisse faire, il y a beaucoup de gens qui s'animent pour dire bah non, il faut arrêter, mais quand même, on ne le place pas à cet endroit-là. Et les Amérindiens le placent à cet endroit-là. On se dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Alors, ça va de l'Amazonie, mais on peut aller aussi sur d'autres populations. Voilà, en Colombie, chez les Kogi, il y a beaucoup d'endroits où les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de faire, parce qu'on est en train de tout détruire, et par la même occasion, de se suicider, en clair. C'est une forme de suicide lent, mais c'est à peu près la perception qu'ils peuvent avoir de ça. Voilà, et donc, ce comportement, c'est un comportement sauvage, enfin voilà, ou barbare, voilà, quelqu'un qui a perdu la tête et qui devient complètement incontrôlable, et effectivement. Alors que, effectivement, un jaguar, il va pas, lui, il n'est pas considéré comme incontrôlable, ou il n'a pas perdu la tête, etc. D'abord parce mais il est juste, il fait ce qu'il a à faire. Voilà, dans sa propre existence et dans une interconnexion avec notre propre existence sur ce même territoire où on est censé cohabiter. Alors, le rapport qu'entretiennent les Amérindiens à la nature peut nous aider à réinventer le nôtre de plusieurs façons. Une chose tout de suite est certaine, c'est qu'on ne va pas devenir amérindien. Je veux dire, on est des modernes, et je crois qu'il ne faut pas voilà, aller dans un chemin qui est pour moi une impasse. Par contre, on peut entrer en dialogue. Et entrer en dialogue, ça ne veut pas juste les écouter et leur donner un peu de crédit, c'est se laisser vraiment affecter par leur rapport au milieu. Je dis ça dans le sens où, pour moi, il y a un problème de fond souvent dans la conception qu'on peut avoir de cette relation animiste, totémiste, je ne sais pas, il y a tout un tas de termes pour les qualifier, de ces populations à leur environnement, leur milieu, voilà. C'est qu'on considère que voilà, les gens parlent avec des esprits de la forêt, avec un certain nombre d'entités, ils sont en dialogue avec eux, ils agissent en fonction de ce dialogue. Et, ils ont une lecture de la façon dont les êtres vivants sont en interaction dans ces milieux, qu'on trouve tout à fait sympathique, qu'on respecte, qu'on comprend, mais que fondamentalement, on a une profonde difficulté à reconnaître. C'est-à-dire qu'on se dit, quand même, c'est quand même un peu des conneries. C'est-à-dire que parce qu'on a une lecture, nous, voilà, plus moderne, scientifique, cartésienne, etc., explicative de ce monde-là, et ça, des fois, ça ne rentre pas. Et je pense qu'un des premiers points qu'il faut tout de suite désamorcer en nous, c'est, ou amorcer peut-être, c'est plus le mot qu'il faut dire, c'est notre capacité à se laisser vraiment affecter par leur propre relation au vivant. Se laisser affecter par cette relation au vivant, c'est la reconnaître comme une relation qui ne vaut pas moins ni plus, mais qui vaut parce qu'elle existe, que celle que l'on peut avoir, nous, modernes. Alors c'est peut-être pas très clair quand j'ai exprimé ça comme ça, mais je pense que c'est un point assez central, parce que même si
voilà, mais je pense que même si quand on travaille sur ces questions-là, on a toujours ce petit truc un peu on reste des modernes, un peu naturalistes, on a une vision, la nature est un peu à distance, etc. Et on a du mal à avoir une profonde reconnaissance de cette relation-là. Alors ça, c'est un premier point, c'est presque un point, on va dire, pour sortir d'une certaine pensée un peu néo-coloniale, ou je ne sais pas comment dire, mais à mon avis, c'est assez fondamental. Et et ça, il faut trouver les outils pour se laisser affecter. C'est-à-dire, c'est pas uniquement dans le dialogue qu'on va réussir. Enfin, c'est vivre des expériences, peut-être, qui vont nous conduire à sentir profondément ou à prendre la dimension de ce que c'est, de ce que vivent les gens dans leur ressenti, dans leur relation avec les vivants, les non-humains, les animés qu'ils peuvent avoir. Et ça, je pense que c'est que d'une certaine façon, par l'expérience qu'on peut donner du crédit à ces autres rapports aux vivants. Et quand on arrivera à sentir et à reconnaître profondément, intérieurement, ce rapport, je crois que là, on change de dimension, c'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler ensemble. C'est-à-dire que d'un seul coup, on parle, je pense que la science, d'une certaine façon, va nous donner des explications, va expliquer un certain nombre de phénomènes que jusqu'à là, on n'expliquait pas. Et c'est très intéressant de les expliquer, parce que ça peut permettre de mieux saisir, avec nos propres modes de pensée et de perception du monde, ce qui est en train de se passer. Mais il faut aussi, et ça, donc il faut accepter en fait d'interroger des choses qui jusqu'à maintenant étaient mises de côté, voilà, et donc de travailler dessus. Je pense à des choses dans les pratiques chamaniques. Il y a dans beaucoup de populations amérindiennes, vous prenez des psychotropes par exemple. Je veux dire, quand vous prenez ces psychotropes, il y a beaucoup de recherches qui sont menées autour de ça aujourd'hui, mais on sait que ça ouvre d'autres modes de perception du vivant. Soit on considère qu'effectivement ces modes de perception c'est juste des éléments modifiés par la prise d'une plante ou de plusieurs plantes, etc. Soit on considère qu'effectivement ça ouvre des perceptions qui sont d'habitude fermées et qu'on rentre en contact avec un certain nombre d'entités qui existent, qui sont... ou en tout cas, on a une perception complètement différente d'un certain nombre d'entités avec lesquelles on est en contact d'habitude et dont on ne perçoit pas un certain nombre de vibrations, d'éléments. Voilà. Et ça, ces mouvements-là, et on sait aujourd'hui qu'on est en train de comprendre en fait, ce qui s'ouvre aussi, même scientifiquement, dans les recherches qui sont menées. Pourquoi on a des moments d'hyperlucidité, de sensations très fortes de connexion à différentes échelles temporelles et je sais pas quoi, cosmiques. Enfin, je parle de ça de façon très très prudente et globale, mais ça veut dire qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi, il faut être très prudent quand on s'intéresse à ces choses-là, mais il faut aussi aller à ces endroits-là, sans doute aller à ces endroits-là. Et c'est sans doute des chemins pour redevenir sensible. Il y a plein. Et donc ça, ces points de rencontre, ils sont quand même très très intéressants. Je reviendrai sur ce point-là, mais je pense que un des éléments pour moi qui est vraiment aujourd'hui on va dire indispensable, c'est de renforcer, de se donner les moyens de renforcer le dialogue, quoi, et les échanges avec ces populations. Alors il y a plein de moyens, mais je pense qu'il faut qu'on les prenne vraiment au sérieux, voilà, et qu'on soit vraiment dans un échange à égalité. Et encore une fois, peut-être que ce qu'il faut, c'est pas... Je pense que chacun a apporté beaucoup à l'autre. C'est-à-dire que je vais donner un exemple peut-être plus précis pour ça, qui est un exemple que j'emprunte dans une expérience qu'a vécue Éric Julien, qui est un géographe qui travaille beaucoup avec les Kogi et qui est justement dans cette démarche d'échange de façon très très intéressante. Je pense et avec une certaine prudence. Enfin, voilà, je pense que il a vécu quelque chose de très intéressant en amenant des Kogi à Londres auprès d'astronomes, je crois, et qui du coup
pour dialoguer sur la perception de l'espace. Et, voilà. Et dans les amenant là-bas, donc il y avait un chaman Kogi et quelqu'un qui travaillait avec sur des images de Hubble. Voilà. Et donc ils avaient posé une carte quand il est arrivé sur la table et il y avait des images qui ne sont pas visibles d'étoiles qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et le Kogi a pointé une étoile qui n'est pas visible à l'œil nu et il lui a dit cette étoile est derrière celle-là, etc. Il savait où était cette étoile, il savait dans quelle constellation elle était. Et ça, il n'avait jamais regardé a priori dans le télescope et jamais fait d'études d'astronomie. Donc ça, par exemple, c'est des choses qui sont absolument passionnantes. On sait très bien que voilà, les chamans Kogi, ils ont des initiations extrêmement longues dans le noir, etc., pour percevoir le vivant voilà, de façon très spécifique. Et ils accèdent à une connaissance de l'univers finalement assez similaire, visiblement, à celle à laquelle on a accédé par des techniques plus, on va dire, de sciences plus classiques. Et ce qui est aujourd'hui intéressant, c'est de savoir comment, voilà, de prendre en compte ces deux modes d'accès et de les faire se rencontrer. Et je pense que voilà, cet exemple-là, il illustre particulièrement bien ce qu'il faut construire aujourd'hui. Alors, il existe, je pense, assez clairement dans notre propre monde, on va dire, effectivement des pratiques qui peuvent nous permettre de redevenir sensibles en fait, à la façon de nouveau de se laisser affecter. Alors, avant peut-être de les identifier un petit peu, je crois que pour moi c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dialogue avec les populations amérindiennes, c'est quelque chose qui peut nous permettre, comment dire, ça peut nous permettre de vraiment se réouvrir à des pratiques qu'on a délaissées ou qu'on a abandonnées. Je crois qu'un des enjeux majeurs de la modernité, de notre passage, voire qui va avec un peu le capitalisme, etc., c'est qu'on a été dépossédé de ça. Il y a toute cette histoire qui a été quand même beaucoup mobilisée qui correspond à l'arrivée un peu du capitalisme avec le fait de brûler toutes les sorcières, etc. Bon, il y a tout un tas de choses autour de ça, mais très clairement, à un moment donné, on a été dépossédé de cette sensibilité. Et je pense qu'il faut et pour moi, la réponse, et c'est une réponse politique, là, on arrive petit à petit sur des questions d'écologie politique, mais je pense que ce n'est pas qu'une réponse sensible. Voilà. Je pense que se réapproprier ces dimensions, cette capacité à être sensible aux autres êtres qui vivant, voilà, humains ou non humains, c'est quelque chose d'extrêmement fort aussi politiquement et sans doute un des éléments fondamentaux de la réponse qu'on peut apporter aujourd'hui à la catastrophe écologique dans laquelle on est. Et là, je fais une petite parenthèse, je parle vraiment de catastrophe parce que je crois que j'y tiens. C'est pas pour être catastrophiste, mais c'est pour bien spécifier le fait que, voilà, une crise, on peut revenir à l'état d'avant la crise, une catastrophe, voilà, il y a un avant et un après, et je pense qu'on est aujourd'hui à ce stade-là. Donc, pour revenir à ça, je pense que la question du redevenir sensible, elle est absolument fondamentale et il faut la travailler. Et il y a pas mal d'endroits qui semblent intéressants aujourd'hui dans notre monde moderne, où en tout cas on essaye de se réanimer un petit peu. Alors, il y a le champ un peu de la permaculture ou de l'agroécologie. Alors maintenant, bon, il y a beaucoup de choses sous ce terme un peu polysémique, là, mais c'est vrai que ce qui se passe dans ces pratiques, et là j'ai commencé à faire un peu des recherches qui me décentrent un peu des terrains amazoniens, mais en France, avec des gens qui travaillent à la fois de façon assez libre, en mobilisant des choses de biodynamie, de permaculture, voilà, sous le label un peu agroécologie, en particulier dans des gens qui font du vin nature.
Et quand on commence à travailler avec ces gens, quand on commence à identifier la relation qu'ils peuvent avoir au vivant, à la plante, au sol, aux organismes vivants, même au processus de fermentation et aux bactéries qu'il peut y avoir dans la cuve, c'est assez fascinant de voir en fait que ils sont dans une relation que d'aucuns vont qualifier d'animiste, mais en tout cas qu'ils ont une relation de cohabitation et de travail avec et de connexion très très forte aux êtres avec lesquels ils travaillent. Et donc on n'est pas dans une relation, et ça c'est quelque chose sur lesquelles il faut vraiment travailler, et je pense que le redevenir sensible peut nous aider à ça. Ils ne sont pas dans une relation de domination, de contrôle en fait, du vivant qu'on a poussé très très loin dans l'agriculture conventionnelle. Mais ils sont dans une relation de compréhension du vivant, de se laisser initier par un certain nombre plus de processus qui sont engagés dans leur relation au vivant pour en fait faire en sorte que se servir au maximum, ou en tout cas orienter d'une certaine façon, il y a quand même un peu une question de contrôle, des dynamiques et des interactions à l'échelle du lieu dans lequel ils travaillent, et ils sont en train de faire du vin ou de cultiver des légumes ou des choses comme ça. Et là, il y a une différence assez fondamentale que j'ai un peu, moi, que j'opère et qu'aujourd'hui je commence tout juste à explorer et que j'appelle en fait un peu la dernière chose orphique, c'est-à-dire que je pense que il faut qu'on sorte d'une relation un peu prométhéenne voilà, à la nature, pour le coup, au vivant, dans une volonté de contrôle de ce vivant. Alors le fondement moral de ça est tout à fait légitime. Hein. Je crois que vouloir contrôler le vivant, c'est aussi vouloir rester en vie. Donc c'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sans doute d'ailleurs opposer les deux. Je dis qu'il faut les deux. Voilà. Mais je pense que donc cette relation qu'on a poussée très très loin de prise de contrôle qui se retourne un petit peu aujourd'hui contre nous, voilà, elle est légitime, mais il faut la penser sans doute un petit peu avec plus de douceur. Il faut arrêter pour connaître les secrets de la nature, pour un peu se mettre à l'abri voilà, des dangers qu'il peut y avoir. Il faut arrêter de vouloir, d'une certaine façon, violer la nature pour la comprendre, mais il faut se laisser initier plus, et être dans une relation de compréhension par quelque chose qui est plus de l'ordre de on redevient sensible à un certain nombre de processus et ça va nous aider finalement à les mêmes résultats. On revient un petit peu d'une certaine façon à ce que j'ai dit avec l'exemple des Kogi tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a deux façons d'arriver exactement à la même compréhension, mais avec une qui est beaucoup moins traumatisante, agressive que l'autre. Je pense que les deux. Je pense qu'il ne faut pas forcément opposer ces deux dimensions, mais qu'il faut vraiment laisser entrer cette dimension de travail en dialogue avec le vivant. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de suivre. Et alors, on peut le faire dans une pratique agricole. Je crois qu'il y a vraiment... Alors, ça peut être sur des modes d'observation, etc. Mais les gens en biodynamie sont dans quelque chose qui est de l'ordre... pour beaucoup de quelque chose un peu finalement des fois un peu on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Hein. Vous allez prendre de la bouse de vache, la mettre dans une corde pendant 6 mois, enterrer à un moment précis de la lune et puis la déterrer 6 mois après. Et cette corde, cette bouse de vache s'est transformée en une matière que vous allez mettre dans une cuve avec de l'eau, plutôt de pluie si possible, et vous allez dynamiser pendant 1 heure en changeant de sens régulièrement cette eau avec une poignée de cette bouse de vache qui s'est transformée dans le sol. Et vous allez après, par exemple au moment de la sortie des feuilles, aller mettre dans les champs de façon tout à fait, on va dire presque homéopathique, cette eau dynamisée avec cette bouse de vache qui s'est transformée. Voilà, pour un agronome classique, c'est juste, on fait de l'homéopathie, encore, ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, il ne se passe rien. Les substances qu'on met, voilà, elle n'a normalement aucun effet. Or, il se trouve que, bon, on sait très bien que ça a vraiment des effets. C'est même, on peut le voir. Il y a
viticulteur près de Strasbourg qui a fait un test, par exemple. Il a fait à l'aveugle, il a passé la préparation dans un rang sur deux. Et puis il a demandé à quelqu'un qui travaillait dans ses vignes le lendemain de passer à ces endroits, mais il n'avait pas vu où il l'avait mis. Et la personne a identifié sans se tromper toutes les vignes. C'est-à-dire que celle où il avait passé la préparation, les feuilles étaient redressées vers le ciel et il y avait une vraie différence. Donc voilà, il se passe quelque chose, le vivant réagit en fait à ce qu'on met, et alors tout le monde dit en plus que l'intention qu'on met dans la façon dont on dynamise, évidemment, a quelque chose d'important. Et ça, moi j'ai commencé à travailler, à m'intéresser à ça, en particulier avec un vigneron, qui un jour, voilà, j'étais allé le voir, et je savais qu'il faisait de la biodynamie, sauf que quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il avait arrêté. Et alors je lui ai demandé, mais je lui ai dit, mais alors vous faites plus ça? Il m'a dit, non, non, je ne fais plus. En fait, il dit, bah, j'ai rien contre la biodynamie, ça marche très très bien chez mon voisin. Franchement, j'adore son vin, c'est un vin très très vivant, c'est très original. Je vois bien que dans ses vignes, ça marche, mais moi je le faisais, ça ne marchait pas. Et ça ne marche pas parce que j'y crois pas, en fait. Voilà. Alors, donc je lui ai dit, mais ça veut dire que l'intention qu'on met dans la préparation, tout ça, il m'a dit, oui, oui, voilà. Je sais pas, je dis rien, moi, mais en tout cas, je vous dis, ça ne marche pas parce que j'y crois pas. Par contre, mon voisin, il y croit et ça marche. Et ça, on peut dire, c'est vraiment n'importe quoi, ou on prend ça au sérieux. Ou on prend ça au sérieux. Et je pense qu'il y a des choses aujourd'hui, voilà, les gens testent ça. Alors là, on parle dans le champ de l'agriculture, et moi, ça m'intéresse d'aller voir ici en France, en 2017, comment voilà, on redevient sensible et on se réanime en ouvrant ce contact. Et ce qui se passe, très clairement, il se passe des choses. Le vin est différent, les gens sont différents, enfin, puis ça a des impacts, évidemment, très, très, très clairement sur les lieux dans lesquels on vit. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, finalement, qu'on peut rapprocher assez fortement de la façon dont les Amérindiens interagissent avec leur milieu. Voilà. Donc eux, ils nous mettent juste la puce à l'oreille en disant, voilà, on fait ça depuis un petit moment. Il y a des choses quand même intéressantes. Peut-être que vous, avec vos outils, hein, voilà, vous pouvez peut-être un peu composer différemment avec le milieu dans lequel vous êtes, et peut-être à partir de ce que vous êtes, à partir des échanges qu'on peut avoir, vous pouvez réactiver ces choses-là. Il y a ce point-là. Après, je pense qu'il faut aussi travailler sur soi. C'est-à-dire que moi, je crois assez, et là je parle plus en tant que chercheur, je crois que, ou citoyen, mais je crois qu'il y a comment on réouvre en fait cette sensibilité. Il y a vraiment quelque chose qui m'intéresse dans le sens où, je veux dire, il y a tout un mouvement là sur le chamanisme aujourd'hui, sur tout un tas de choses de reconnexion à la nature, etc. Bon voilà, mais sauf que bon, les Amérindiens ou les chamans amérindiens, ils se forment pendant des années, des années, des années, ils se forment dans un milieu qu'ils connaissent sur le bout des doigts, voilà, avec lequel ils ont une relation. Voilà. Et nous, il faut qu'on... On ne peut pas s'improviser comme ça parce qu'on a fait 2-3 stages et 2-3 dans... Voilà, cette reconnexion au sensible, enfin voilà, il faut faire attention avec ce qui se passe autour de ça, mais je pense que quand même il y a des pistes intéressante et je pense que cette mouvance qu'il y a actuellement, où beaucoup de gens cherchent dans ces espaces-là, de d'éco-psychologie, de psychologie transpersonnelle, de choses comme ça, mais voilà, les gens cherchent en fait cette sensibilité. Et donc il faut être très prudent avec tout ça, il faut regarder ça avec beaucoup de... Voilà, parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec ça, voilà, mais je pense qu'il y a des chemins, en tout cas là-dedans aussi, de reconnexion et de travail pour redevenir sensible. Et redevenir sensible, ça veut dire aussi voilà, être capable de trouver les voies pour voilà, se laisser émouvoir et reconnaître en fait la dimension peut-être aussi sacrée du vivant avec lequel on est en interrelation. Alors, les principes qu'on pourrait adopter dans une pratique de recherche, retrouver ou se laisser affecter par notre type de relation au vivant, il y en a, à mon avis, plusieurs. Et depuis un petit moment, moi, j'essaye de les mettre en pratique. La première chose, je crois, c'est qu'effectivement,
dans des modes de... Bon, quand on est géographe sur le terrain, par exemple quand j'ai fait mon travail sur les ONG ou sur les connexions qu'il pouvait y avoir avec les populations locales, j'ai travaillé de façon assez classique. Je suis allé... j'ai fait tout un tas d'interviews des différents acteurs de ces luttes autour de l'obtention de cette réserve extractiviste et de la défense de l'Amazonie. J'ai travaillé, j'ai suivi un petit peu Greenpeace. Je suis allé aussi vivre avec les populations locales dans une communauté pour essayer d'identifier un petit peu justement quelles relations ils avaient au milieu dans lequel ils étaient. Mais là, c'était de l'observation participante. Hein. Je participais aux travaux quotidiens avec eux et évidemment agrémenté de discussions et de compréhension de la façon dont ils interagissaient avec le milieu. Mais ça, évidemment, ça ne permet pas forcément, de mon point de vue, d'identifier ou de retrouver, en tout cas en tant que chercheur, peut-être une connexion plus sensible au milieu dans lequel j'étais avec ces populations. Et du coup, je me suis dit quels sont les protocoles qu'on peut mettre en place pour atteindre cette sensibilité, pour se laisser affecter. Et voilà, je ne suis pas amérindien, je ne suis pas un chaman amérindien ou quoi que ce soit, donc il fallait trouver des outils qui étaient à ma portée. Et en moderne voilà, que je suis, le sensible, il arrive souvent par les pratiques artistiques. Et donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être par là qu'il faut avancer. Bon, et il se trouve que dans une autre vie, j'ai été aussi musicien, donc c'était quelque chose qui, évidemment, m'était pas étranger complètement. Et donc j'ai commencé de façon assez intéressante, presque intuitivement. Je l'ai fait sans le penser au départ. Sur les terrains, je me suis mis à d'abord faire des photographies, non pas des scènes dans lesquelles j'étais, des gens avec qui j'étais, etc., mais d'autres êtres, en fait. Donc j'ai commencé, par exemple, à photographier des troncs, des feuilles, avec des photos plutôt... parce que je les trouvais jolies, parce que je les trouvais moches, parce que je les trouvais... Enfin, voilà, je me suis mis à vraiment prendre du temps pour m'arrêter et faire des photos assez abstraites de troncs et de feuilles. Et ça, ne serait-ce que cette pratique, ça m'a évidemment conduit à m'arrêter et puis à me connecter au tronc d'arbre qui était... je regarde vers le bas parce que j'ai pris beaucoup de troncs calcinés, en l'occurrence, mais aussi des troncs qui avaient survécu à un processus de déforestation. Voilà, donc j'ai pris ces photos, puis quand on prend ces photos, on se photographie un tronc, puis d'un seul coup, quand on les re-regarde, ou quand on est en train de faire la photo, on s'aperçoit qu'en fait il y a une termitière qui est dans le tronc, qu'il y a tout un tas d'êtres vivants qui sont là, et voilà. Et on rentre en contact différemment avec des choses qu'on ne voyait pas, ou qu'on ne sentait pas, en tout cas on ne les voyait pas. Et puis je me suis aussi petit à petit, et ça c'est peut-être la dimension un peu musicienne qui est revenue, je me suis intéressé au son. Et j'ai commencé en fait à faire des enregistrements, comme j'avais sonores, j'avais toujours avec moi des instruments pour enregistrer les interviews, et j'ai commencé à enregistrer les paysages sonores. Et là, j'ai commencé à le faire. Alors je l'ai fait aussi bien en forêt, mais je l'ai fait aussi dans les villes amazoniennes. De façon un peu systématique, je me suis mis à le faire à l'endroit où je prenais ces photos, en fait. Voilà, pour essayer de coupler. Je me suis dit, parce que la photo, elle ne disait pas grand-chose du lieu où j'étais, alors que, évidemment, je ramenais le monde avec le son. C'était un peu l'objectif. Et ces enregistrements sonores, en fait, ils ont été particulièrement, et c'est quelque chose qui m'a même presque surpris, c'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai effectivement entendu, identifier des choses que je ne percevais pas dans une activité un peu plus classique. Et puis, ça a aussi enclenché des discussions complètement différentes avec les populations avec qui j'étais. Et des discussions et des échanges qui, alors là, ont complètement changé de nature. C'est vrai que quand vous êtes au milieu d'un abatis en pleine Amazonie, ou d'une zone qui a été défrichée pour élever des bufflonnes, voilà, et que vous vous arrêtez pour faire un son pendant 10 minutes, les populations avec qui vous êtes, qui sont là en train de défricher, voilà, en l'occurrence, ou de faire d'autres activités plus modernes comme lancer du Roundup parce qu'ils ont loupé leur brûlis, parce qu'ils ont changé d'échelle à laquelle ils font, par exemple. Voilà. Vous vous retrouvez, ils viennent vous voir en disant « mais tu peux savoir ce que tu es en train de faire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu t'arrêtes, tu ne bouges plus, qu'est-ce que… »
Et on dit, je suis en train d'enregistrer le son. Et alors, les gens disent, mais t'enregistres quoi? Là, il n'y a rien à entendre, il n'y a rien à écouter. Voilà. Alors, soit on a cette discussion-là, soit on te dit, t'as entendu, tiens, il y a eu cette espèce d'oiseau qui vient de nous causer, ou en tout cas qui vient de nous signaler notre présence. Et puis tiens, ce petit grillon-là, on ne l'entendait pas parce qu'il n'était pas là avant qu'on fasse les défrichements, etc. Donc il y a tout un tas de discussions qui s'engagent comme ça. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai surtout senti, c'est que je collectais du matériel qui me permettait de redevenir sensible au lieu dans lequel j'étais, au territoire sur lequel j'étais. C'est-à-dire que j'étais avec des habitants qui avaient une relation très forte à ce territoire, mais en fait, moi, quand je travaillais avec eux, j'avais pas évidemment la même relation. Et ça m'a donné de la profondeur dans ma capacité à me connecter au lieu. Au territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette dimension territoriale, elle est à mon avis assez fondamentale, et c'est sans doute là pour le coup les géographes qui parlent, mais je crois assez profondément au fait que pour identifier et pour trouver les moyens d'agir et de répondre à la catastrophe écologique, il faut trouver aussi les moyens de profondément reprendre contact et se reconnecter au territoire et avec tous ses habitants. Et ça, ce que j'ai mis en place m'a permis, en tout cas, de vraiment décaler ma pratique, je change un petit peu je la dénomme un peu différemment maintenant. C'est-à-dire, je disais que je faisais de la géographie, de plus en plus je dis que je fais de la gaiagraphie, dans le sens où c'est parti de l'idée que j'aime bien de Isabelle Stengers, et puis qui a été mobilisée par plein d'autres, Latour, tout un tas d'autres gens, de mobiliser la figure de Gaïa, et Stengers parle de l'intrusion de Gaïa, en évoquant la théorie un peu, l'hypothèse qui est devenue une théorie, de Lovelock et Margulis. Et c'est vrai que cette intrusion de Gaïa, c'est-à-dire ce retour en fait, des interconnexions des êtres vivants à la surface de la Terre et de notre interaction des humains avec et de la perturbation, ou en tout cas de tout ça, fait que il y a un retour massif en fait de cette dimension, et donc ça m'intéressait de trouver le moyen de répondre à l'intrusion. Donc voilà, Gaïa, je l'ai mobilisé par ça, mais je ne m'intéresse pas qu'à l'hypothèse. Je me dis, la figure qui est mobilisée à travers ce nom, pour moi, c'est pas un hasard en fait, que c'est pas juste une heureuse coïncidence ou un problème qu'on ait nommé cette hypothèse Gaïa. Je trouve que c'est très fort, et c'est pas un hasard si c'est un poète qui a suggéré à Lovelock ou un écrivain d'appeler son hypothèse Gaïa. Et pour moi, parce que ça amène tout de suite une dimension plus sensible, etc., qui doit être prise au sérieux. Et dans ma pratique, où j'essaye de faire monter ou d'identifier ce que le géographe Dardel appelait les ondes qui montent du sol, pour moi, c'est ça, faire de la gaiagraphie. C'est-à-dire, c'est honorer aussi cette figure de la Terre, ou d'autres façons de se relationner à la Terre, ou de l'honorer, en fait. C'est-à-dire de reconnaître. Alors c'est quelque chose qui est encore un peu flou, peut-être flou pour moi, en tout cas que j'essaye de clarifier dans ma pratique et puis dans ma réflexion, mais je suis absolument convaincu que cette intuition et que ce chemin-là est le bon, c'est-à-dire qu'il faut prendre au sérieux à la fois l'hypothèse, mais aussi la figure de la Terre qui est mobilisée par ce terme de Gaïa, parce que ça amène à nous tout un tas d'autres façons de se relationner au vivant, à la Terre, et finalement des dimensions sacrées qui ont été très sérieusement mises de côté. La façon qu'ont les peuples autochtones de lutter pour leur propre territoire, qu'est-ce que cette façon peut nous dire de la façon dont nous pouvons lutter pour nos propres territoires. Je pense qu'elle est connectée à la dimension à la façon dont on se relationne, et la dimension peut-être sacrée qu'on met en fait
la relation qu'on a avec le vivant, l'eau, la terre, les autres êtres, etc. Je vais peut-être dire d'où j'ai, même si dans tout ce que j'ai pu raconter, ça commence à émerger, peut-être le déclic qui a produit en moi, un des autres déclics qui a produit en moi l'envie de prendre au sérieux cette dimension du sacré, en fait. Voilà, même si c'est un terme encore à manier avec beaucoup de pincettes. Et ça, ce moment-là, il est venu au sommet de la Terre, Rio +20, en 2012, où j'étais avec une équipe pluridisciplinaire. On a essayé d'étudier un petit peu ce qui se passait, ou pas, dans cette conférence. Et je suivais d'un peu plus près la société civile et les ONG. Et donc, dans ce processus, j'ai passé pas mal de temps dans le Forum des peuples, qui était séparé du forum officiel, et j'ai reçu un mail de l'ONG Attac, spécifiant donner quelques conseils pour les gens qui suivaient un petit peu le Forum des peuples. Et un des conseils qui était donné, c'était de dire, voilà, vous inquiétez surtout pas, toutes les différentes réunions commencent de plus en plus avec une évocation au sacré. Donc on fait un don, ou enfin en tout cas on invoque la Pachamama, la Terre-Mère, Gaïa, etc., etc. Donc voilà, il y a toute une dimension un peu ésotérique, il ne faut pas vous inquiéter avec ça, vous laissez passer, puis après on discute un petit peu d'écologie politique, ou de choses qui comptent. Et donc ma première réaction à la lecture de ça, c'était effectivement de dire, bon, je ne vais pas m'inquiéter, je vais laisser passer. Et puis voilà, je me suis retrouvé au forum, et puis je me suis aperçu qu'en fait c'était très systématique, qu'il y avait beaucoup d'événements qui se déplaçaient sur la façon dont il fallait respecter le vivant, sur la dimension sacrée du vivant, sur le fait que la Terre-Mère était effectivement celle dont on descendait tous, à laquelle on était tous interconnectés, etc. Et donc un discours qui peut paraître un peu ésotérique, un peu à l'eau de rose pour certains, mais qui était ultra présent. Et par des gens qui d'habitude étaient plutôt tout de suite sur la question politique. Voilà. Et donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant que tous immobilisent ça. Alors il y avait deux façons de réagir à ça, c'est-à-dire soit on se dit, bon, les gens sont tellement face à une incapacité à agir, parce que c'était quand même un peu l'état des lieux qu'on pouvait faire de la société civile, c'est-à-dire qu'on avait quand même une difficulté à agir face au mouvement et au verrouillage dont j'ai parlé tout à l'heure, socio-technique. Et donc, dans désespoir de cause, on va vers des choses plus ésotériques et un peu plus immatérielles, invisibles, etc. Soit on est face à quelque chose qui est une façon d'opposer à la rationalité capitaliste une autre forme de rationalité. Et en fait, c'est quelque chose de fondamentalement politique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout quelque chose, une fuite face à notre incapacité à agir, c'est une autre façon d'agir. Et on prend au sérieux des choses qui manquaient. Et donc je me suis dit, peut-être qu'en fait, ce qui se passe là, ces choses qu'on nous dit de laisser de côté, c'est justement les choses qu'il faut prendre en considération. Et c'est vrai que ça il y a 5 ans, et ça a été pour moi des intuitions que j'avais depuis un moment, sont confirmées à cet endroit-là. Et cette dimension sacrée, j'ai essayé de la prendre, là pour le coup, au sérieux. Et quand j'ai commencé à regarder avec ce filtre-là un certain nombre d'actions, je me suis aperçu que c'était quelque chose qui effectivement donnait de la force à un certain nombre d'actions. Et là, je peux parler par exemple de ce qui s'est passé aux États-Unis avec Standing Rock. Donc ça a été une lutte finalement assez classique sur un territoire amérindien contre l'installation d'un pipeline qu'on devait faire passer sur ce territoire, sur des terres sacrées. Et ce qui s'est passé à cet endroit-là, on peut dire, il y a eu une lutte, ils ont perdu d'ailleurs avec l'arrivée de Trump, etc. Mais il s'est passé là, à ce moment-là, dans ce qui s'est organisé à Standing Rock, quelque chose qu'on avait finalement très peu vu, voire jamais vu jusqu'alors. D'abord, il y a 180 ou je ne sais plus combien de nations amérindiennes d'Amérique du Nord qui se sont reparlées. Et ça c'était qui se sont mis un petit peu ensemble pour dire là on est en train d'attaquer
voilà, la terre-mère, etc., selon une terminologie voilà, qui réinvente, hein, mais qui est encore présente. Et ça, on ne l'avait pas vu depuis plus d'un siècle. Voilà. Donc il y a quelque chose quand même qui s'est passé. On a vu des vétérans américains qui sont venus défendre au moment où le pipeline devait arriver, qui sont venus devant le Conseil des Amérindiens qui luttaient contre l'installation de ce pipeline, des vétérans américains qui se sont excusés au nom de l'Amérique et au nom voilà, de ce qu'on avait fait au peuple amérindien. Donc c'était du jamais vu. Voilà. Et tout le monde s'est mis à lutter contre ce pipeline, donc voilà, avec un discours d'opposition à des multinationales, etc., mais aussi en mobilisant toute une terminologie, tout un tas d'ontologies, tout un tas qui sont profondément, on va dire, amérindiennes. C'est-à-dire qu'on parlait de l'eau comme source de la vie, on a parlé ouvertement du sacré dans cette lutte. Et ce qui est intéressant, c'est que ça associait tout un tas de gens, mais que ces luttes, personne n'a été gêné par le fait qu'on amenait en fait, dans cette lutte ces dimensions sacrées. Ça a même renforcé très clairement la puissance de ce qui s'est joué à cet endroit-là et à ce moment-là. Et ça, pour moi, c'est assez symbolique en fait, du fait que c'est en train d'arriver, c'est en train de rentrer. Et ce que je dis, ce qui est en train de rentrer pour moi, c'est ce que j'appelle l'orphisme. C'est-à-dire qu'il y a une dimension, une relation au vivant, une relation à la terre, qu'on n'est pas forcément capable d'objectiver. Voilà, on a une relation sensible à tout un tas d'êtres qu'on n'est pas forcément capable d'objectiver, mais qui est fondamentale dans notre façon d'être aujourd'hui, vivant, habitant de cette planète, et qui en même temps voilà, donne de la force à des luttes écologiques et politiques plus classiques. C'est-à-dire qu'en clipant ça à une lutte d'écologie politique un peu plus voilà, de défense d'un territoire, etc., on se retrouve dans quelque chose qui donne une espèce de profondeur en fait, à la lutte qu'on n'avait pas jusque-là. Et pour moi, ça marque en fait un manque qu'il y avait jusqu'à maintenant. Et qui peut-être d'ailleurs était, et ça c'est quelque chose que je souhaiterais explorer, mais qui explique peut-être aussi pourquoi beaucoup de ces luttes finalement ne percutent pas. C'est-à-dire on n'arrive pas à vraiment fondamentalement déverrouiller. C'est peut-être par cette dimension-là qu'on va réussir pour le coup, même si Standing Rock n'a pas été un échec, mais qu'on va réussir à déverrouiller un certain nombre de blocages en fait, socio-techniques qui jusqu'à maintenant voilà, rendaient toutes les luttes un petit peu vaines à ces échelles-là. Là encore, je vais revenir un peu à ce qui m'a amené à essayer de clipper l'orphisme à l'écologie politique. C'est vrai que, à la fois dans mon travail en Amazonie, enfin surtout dans mon travail en Amazonie, où j'ai quand même été face à la limite de notre capacité d'agir face à une espèce de rouleau compresseur de destruction des écosystèmes et de ce qui est une espèce de voilà, microcosme anthropocénique. Et puis aussi face à les propres limites que j'ai pu avoir en tant que chercheur, en particulier quand je me suis occupé j'ai co-dirigé pendant un moment la revue Écologie et Politique, où on essayait de mettre à jour, ou d'écrire, ou de mettre en avant un certain nombre de solutions, de propositions pour réagir à la catastrophe écologique. Et voilà, il y a un moment donné, on se dit, bon voilà, les choses, ça évolue pas très très bien, et ça pose vraiment la limite de son action. Et donc je me suis effectivement dit qu'il fallait absolument, à la fois en tant que chercheur et aussi en tant que peut-être force de proposition sur une autre façon de faire de l'écologie politique, trouver l'endroit où on pouvait peut-être déverrouiller, en tout cas ce qui manquait. Alors c'est une piste parmi d'autres, mais ce que j'ai... Donc l'orphisme est arrivé au détour d'une lecture d'un ouvrage de Pierre Hadot, où il oppose
oppose d'une certaine façon, il oppose en disant qu'il ne faut pas les opposer, mais donc une approche prométhéenne de la nature et une approche orphique de la nature. Voilà. Et là, donc, il revient à une lecture antique presque de ça, et il montre en fait que voilà, on a été plutôt dans le monde moderne dans une volonté je l'ai déjà un petit peu expliqué, de contrôle, etc., dans ce rapport prométhéen, et qu'il fallait peut-être aujourd'hui laisser plus de place à un rapport plus doux, où on se laisse initier par la nature, donc par d'autres pratiques. En fait, on essaie d'atteindre une compréhension du monde vivant, de notre relation à ce monde vivant, de notre participation ou du fait d'être dans ce monde par d'autres techniques. Voilà. Et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant dans un moment où on est plutôt dans une analyse, on voit les régresses qui sont liées à une croyance dans les bienfaits de la modernité ou du progrès et de la technique qui allait nous sauver de notre pauvre condition d'être humain dans ce monde naturel et sauvage dangereux. Et en se disant peut-être qu'il faut à un moment donné repenser un tout petit peu notre rapport à cette science et aux excès de une forme de modernité. Donc voilà, j'ai vu dans l'orphisme, en lisant cet ouvrage, une piste tout à fait intéressante. Et en creusant un petit peu la chose, et quand on s'intéresse à la figure d'Orphée, je me suis dit, tiens, c'est une figure intéressante. On ne connaît pas grand-chose de l'orphisme, en fait. Hein, c'est très... Voilà. Mais on s'aperçoit que peut-être c'était finalement quelqu'un qui venait de un Thrace, qui en fait était peut-être chaman, qui avait peut-être des pratiques de connexion vivant, finalement peut-être assez proches de celles qu'on peut maintenant voir un peu du côté des Amérindiens ou de ce qu'on a oublié ou arrêté de faire dans notre monde moderne. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est quelque chose qu'on peut ramener aussi. L'orphisme, c'est pas uniquement quelque chose un peu de philosophique, d'opposition entre deux conceptions de la nature. On peut aller au-delà de la pensée de Hadot, qui a une vision quand même assez naturaliste dans son travail, et on peut ramener cette connexion, cette dimension chamanique, en tout cas qu'à explorer, en tout cas une autre façon de se connecter au vivant. Et puis on peut ramener aussi autre chose. Orphée, c'est une figure quand même qui a été qui est un musicien, qui ramène le sensible aussi par la dimension artistique, et on peut ramener ça. Et donc j'ai trouvé que dans la figure d'Orphée et dans l'orphisme, ça me permettait en fait, avec ce terme, de ramener tout ce que j'essaye en fait de mettre ensemble, en plus ou connecté à de l'écologie politique, on va dire plus classique. Je suis arrivé à l'écologie politique plutôt par une approche éco-socialiste, d'une certaine façon, où je me suis intéressé aux luttes sociales et environnementales, aux rapports de pouvoir, aux tensions entre l'exploitation ou la surexploitation de certains territoires et aux populations locales qu'il y avait sur ces territoires, aux confrontations entre différentes conceptions du monde, différentes visions de monde, modes de développement. Et c'est vrai que l'écologie politique comme moyen de comprendre le monde et comme outil pour à la fois le comprendre, mais aussi être un lieu de proposition pour répondre à la catastrophe écologique de façon extrêmement globale, m'a semblé évidemment un outil. C'est très intéressant. Et ce qui se passe à cet endroit-là me semble très intéressant. Mais très clairement, sans doute parce que ça a été porté aussi par le mouvement écosocialiste, etc., il y a toute une dimension sacrée qui a été complètement mise de côté, de mon point de vue. Et il faut voir comment, au sein de l'écologie politique, par exemple, il y a un rejet de la deep écologie, de Arnaès, etc., qui, effectivement, peut être problématique à certains endroits, mais on la rejette, sans souvent d'ailleurs l'avoir lu, considérant que on pense à des questions de valeur intrinsèque de la nature, qu'on considère les êtres vivants comme nos égaux, etc. Je caricature un peu la pensée, mais elle est souvent perçue comme ça. Et du coup, parce qu'il y a une dimension sacrée, une dimension un peu organique dans cette philosophie, et que on dit c'est inacceptable, et c'est même apolitique. Donc il faut la rejeter. Et moi, je crois d'abord que c'est fondamentalement politique, et qu'il faut non pas
rejeter, enfin voilà, faire penser d'un côté une écologie qui serait plus connectée au vivant, au sacré, voilà, voire aux ésotériques, ou une écologie politique très ancrée dans le politique, dans les luttes sociales, etc. Il faut faire les deux ensemble. D'ailleurs, je dis souvent écologie politique et orphique. Et le « et » a une fonction extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il faut penser les choses ensemble. Et ça, c'est pour moi vraiment un des projets en fait, que j'ai, c'est-à-dire que c'est comment on arrive à faire tenir ensemble tout ça. Parce que vraiment, même quand on va sur des endroits où on s'intéresse plus à la reconnexion au vivant, à la nature, il y a plein maintenant presque de pratiques, de stages, d'endroits, on essaye de connecter ça, d'être là-dedans. Il y a un rejet de la science et un rejet du politique. C'est-à-dire qu'on dit, c'est pas là que ça se passe, il faut se transformer intérieurement et le monde sera transformé. Et moi, je crois que oui, c'est important, c'est même fondamental, et l'orphisme, peut-être, c'est un des endroits où on fait ce travail-là. Mais si on le découple de l'écologie, de la science, finalement, et puis une compréhension du monde, voilà, il y a plein de choses intéressantes à cet endroit-là, et du politique et des luttes sociales qu'il peut y avoir aussi, et de tout ce qu'il y a derrière cette dimension politique et de lutte, on est complètement inefficace. Voilà. Donc je pense qu'il faut arriver à coupler. L'orphisme voilà, m'a semblé un endroit où j'ai envie, en tout cas, que j'ai envie de creuser, parce que la figure, ce qu'il peut y avoir derrière cette notion, pour moi, réunit tout ce qu'on peut, en tant que moderne, remobiliser. Et aussi compréhensible, d'une certaine façon, pour les modernes que nous sommes, parce que ça vient de notre histoire philosophique et c'est directement connecté à cette histoire-là. Alors le côté opératoire de cette écologie politique orphique, si on prend des exemples français, en tout cas si on essaye d'en trouver, moi je pense qu'on peut le rencontrer d'une certaine façon à ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que même si on n'est pas à Standing Rock, où là pour le coup, pour moi c'est quelque chose de très écologie politique et orphique, ce qui s'est passé à Standing Rock, mais il y avait la dimension sacrée amérindienne qui était là, qui était évidente. Et en France, voilà, c'est quelque chose qu'on va moins afficher, mais quand on se balade à Notre-Dame-des-Landes, quand on voit ce qui est fait, ne serait-ce qu'en termes de tentatives, en termes de permaculture par exemple, tous ces gens qui se sont installés, qui sont arrivés sur ce lieu et qui essayent d'expérimenter, de construire une autre relation au territoire et de se connecter à ce territoire dans des pratiques agroécologiques tout à fait intéressantes et sensibles. Il semblerait quand même qu'il y ait aussi beaucoup de gens qui sont dans des recherches de se redevenir sensibles en disant voilà, on défend un territoire, mais aussi en essayant de se, hormis une pratique agricole, de se relationner à lui en mobilisant une meilleure cohabitation avec tous les êtres qui sont vivants ou non vivants, avec des pratiques, en tout cas des expérimentations de pratiques qu'on qualifierait, je ne sais pas, de peut-être chamaniques ou en tout cas de façon d'être sur un territoire qui soit un petit peu différente qu'à l'accoutumée. Alors, je n'ai pas d'exemple là précis, mais j'ai eu quelques indices comme quoi, effectivement, il y avait des choses qui se passaient là-bas qui sont assez intéressantes. Et en tout cas, on peut le ressentir dans l'attachement qu'il y a pour toutes ces personnes qui se sont installées là-bas et la façon dont ils vivent ce territoire. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de réinvention du commun et dans la construction à la fois très évidemment politique, parce qu'il y a une lutte très claire face à des groupes industriels. Il y a une lutte très claire face à un État qui veut faire une proposition de la construction qui a la construction d'un aéroport dans un moment où peut-être il faut réfléchir à nos modes de déplacement et au sens que ça a par rapport au monde dans lequel on est aujourd'hui. Et la lutte, elle est évidemment très politique parce qu'on questionne ces modèles-là, on questionne le monde dans lequel on a envie de vivre, mais c'est rattaché vraiment à la façon dont il faut protéger ces espèces, les espèces présentes, les habitants,
les non-humains qui sont présents dans cet espace-là. Donc, je pense que ce qui se construit là-bas collectivement, la façon dont tous les collectifs se mettent en mouvement, pour moi, est a de la force parce que cette dimension orphique, même si elle n'est pas apparente en France, parce que c'est très difficile de la montrer en France. C'est-à-dire que dès qu'on met des choses qui paraissent un petit peu plus sensibles, ésotériques, non objectivables, on se dit qu'est-ce que c'est on est dans le monde par essence cartésien, on se dit oh là là, ça peut même presque être répulsif. Mais moi je pense qu'il y a une force des luttes dans ce territoire parce que ces dimensions-là, elles sont présentes pour beaucoup des personnes qui y vivent. Voilà. Et peut-être pour une chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est ce qui m'a intéressé, et c'est encore... je redonnerai un autre exemple après, mais ce qui m'a intéressé dans les luttes où on peut identifier en fait une volonté de se connecter de façon un petit peu sacrée au vivant et de l'amener dans la lutte, voilà. C'est que je trouve que ça donne de la force aux individus qui sont en lutte. C'est-à-dire que plus on donne du sens à la raison pour laquelle on est là, on est dans cette lutte, et plus évidemment on est finalement inattaquable et fort dans la lutte. Et plus la lutte en elle-même, ça c'est encore une histoire d'intention, elle prend une certaine puissance. Alors là, c'est quelque chose qui est un peu difficile à mesurer, mais peut-être pour l'illustrer, je vais me décaler un peu et parler de l'effet placebo. C'est-à-dire que quand on vous donne un médicament pour le tester et que vous êtes guéri par le placebo, en fait, c'est juste il y a l'intention qui a été portée et qu'on vous a tout ce qui a été autour et tout ce qu'on a mobilisé quand on vous a donné ce médicament, ce placebo, a été extrêmement fort et que ça a activé en vous la capacité à vous soigner. Voilà. Et alors certains appellent ça, moi je préfère parler d'effet de sens que le placebo. Voilà. Et je prends ça à un médecin qui s'appelle Janssen. Et cet effet de sens, qui a été fait par tout ce qu'on a mis autour dans le mouvement de vous le donner, ce médicament est puissant. Et je crois qu'à une autre échelle, et c'est ça que je mets aussi dans l'orphisme, c'est que là, c'est pas, je ne vais pas parler de corps, je peux parler par limite de corps territorial, ou de choses comme ça, pour évoquer d'autres travaux, mais si vous, dans l'intention que vous donnez dans un collectif, si vous avez vraiment, vous donnez il y a des dimensions qui sont là, qui fait que vous activez cet effet de sens, je pense que la lutte est beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Alors ce que je dis là est complètement est très imperceptible, c'est difficile à objectiver, mais voilà, ça ramène aussi à ce que j'évoquais plus avant, quand la personne dit j'arrêtais la bienvenue nuit parce que j'y croyais pas, et mon voisin il fait c'est super ce qu'il fait parce qu'il y croit, ça marche. Je crois qu'il y a une dimension là qu'on doit activer. Et comme on est un peu en quête de sens, à tous les niveaux, c'est-à-dire que pourquoi le sens qu'on met dans l'action, est à mon avis quelque chose de fondamental. Même le ministre de l'écologie actuellement, il disait qu'il faut redonner du sens au progrès. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, c'était pas tout à fait, c'est pas idiot du tout de dire ça. C'est qu'il y a une vraie, il y a un vrai besoin de redonner du sens à l'action, à l'écologie politique. Et je pense qu'on l'amène avec ces dimensions orphiques. Encore une fois, je ne sais pas très bien encore comment. Tout ça, pour moi, c'est des intuitions très fortes que j'ai envie d'explorer. Et qu'il faut, à mon avis, explorer, et que je compte bien explorer. Mais je crois que là, il y a quelque chose qu'on peut activer, en fait, qu'on peut activer. Et je pense que beaucoup des luttes, elles ont été neutralisées parce qu'on n'a pas été capable d'activer ce sens profond de la raison pour laquelle on est en lutte. Alors, quel est l'avenir du sauvage ? Alors, si on considère que le sauvage et que nous sommes les sauvages, nous les modernes, pour un certain nombre de personnes qui subissent les conséquences de nos actions depuis un certain moment,
disons que je pense que notre avenir, il est relativement sombre si on continue à être un peu dans le déni de ce que nous sommes en train de provoquer. Et si nous ne faisons pas rentrer dans nos actions les autres, et les autres, ce sont les autres humains qui subissent les conséquences de nos actions, mais aussi les non-humains, les animés, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, avec qui il faut clairement cohabiter. Et cette question-là, elle est, voilà, et je pense qu'il faut fondamentalement qu'on questionne, ou qu'on questionne, en tout cas qu'on change assez radicalement notre relation à notre dimension sauvage dans notre rapport au vivant, et que l'on a tendance quand même assez sérieusement à massacrer à beaucoup d'endroits de la planète. Peut-être que l'autre chose que je pourrais dire dans cette dimension au sauvage, si pour le coup le sauvage c'est être capable de de réentendre, de revoir, de ressentir tous les interconnexions et les relations qu'on peut avoir avec tous les êtres vivants, humains ou non humains, et à être dans une espèce de respect de ce vivant et de cette quand même magie d'être là et d'habiter cet espace qui est la planète Terre. Je pense qu'il faut que l'on accepte de réenchanter cette dimension qu'on a, cette dimension, ce sacré et le fait d'être en vie, tout simplement. Donc ça, pour moi, si le sauvage, c'est reconnaître cette incroyable chose que d'être en vie et d'habiter aujourd'hui cette planète. Et si on arrive en fait, arrive à reconnaître ça, à reconnaître cette dimension phénoménale, peut-être ce miracle incroyable qu'est d'être ici aujourd'hui en train de parler et d'échanger et de se poser les questions, de savoir comment on va être sur cette terre et comment on va réussir à faire en sorte que ce vivant puisse continuer et que ces vivants puissent continuer à coexister aujourd'hui. Donc il faut laisser rentrer le sauvage peut-être en nous et le laisser et accepter ce sauvage qui est en nous.